Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Karina Furuchaud. Karina Furuchaud, j'ai déjà eu l'occasion de la remercier parce qu'elle a participé à l'élaboration des contenus sur la grande transformation de notre monde. Mais là, c'est différent puisqu'on n'a pas simplement ses productions, ses diapos, on l'a avec nous et donc on va pouvoir lui poser des questions. Karina, tu as choisi de venir nous parler du thème de l'eau. Alors j'ai déjà abordé un peu la question de la ressource en eau et les risques qui sont associés, mais uniquement sous l'angle de la question de la sécurité alimentaire. Et là, tu viens nous parler plus généralement de ce thème de l'eau. Euh, tu es spécialiste de cette question parce que Hydrologue. donc tu es hydrologue à l'INRAE à Avignon. C'est ça, exactement. Ok. Alors, première question pour la spécialiste que tu es. Est-ce qu'il y a des problèmes d'eau sur la planète B? Quelle planète B? Est-ce qu'il a une planète B du coup? Ah, ok. Ok, mais t'es pas tombé dans le piège, effectivement, il n'y a pas de planète B, donc il n'y a pas de problème d'eau sur la planète B. Euh, alors, il y a plusieurs problèmes avec l'eau. On a l'impression que des fois, il y en a trop et qu'en même temps, il n'y en a pas assez. Donc, c'est un peu difficile de comprendre tout ça. Oui, c'est ça. Et les médias, ils nous communiquent beaucoup là-dessus. Ils nous montrent qu'avec les réchauffements climatiques, on a des événements, des inondations surtout, que ce soit en Europe avec les inondations en Espagne, à Valence l'année dernière, en Afrique ou au Brésil, tout ça en 2024, hein, c'est les changements climatiques qui a rendu tout ça plus violent, donc plus intense, et que la fréquence, elle est plus importante, donc ils sont plus probables grâce au changement climatique. Alors, effectivement, moi, j'étais bien au courant de celle de Valence. Par contre, en Afrique, j'avoue que j'étais un peu passé à côté. Donc, oui, 7 millions de personnes touchées en Afrique aussi. Donc, waouh, ok, c'est un phénomène assez généralisé. C'est Mais il n'y a ça. pas que des problèmes d'excès d'eau. Il y a aussi des problèmes de manque d'eau, c'est ça? C'est ça. Et les médias, ils communiquent beaucoup déjà là-dessus aussi, puisque donc on parle de sécheresse record, donc des intensités et des durées qu'on n'avait jamais vues. Et c'est aussi les réchauffements climatiques. Les scientifiques ont prouvé que c'était les réchauffements climatiques qui a rendu cela plus probable. Donc, et plus on a de la sécheresse aussi, les méga-feux euh, sont aussi plus probables. Donc, on a de plus en plus d'incendies dans le monde à cause du réchauffement climatique. Donc on a les deux phénomènes à la fois en quelque sorte. Ouais. Alors est-ce que tu pourrais revenir sur finalement comment fonctionne l'eau sur notre planète, de manière à ce qu'on comprenne comment on peut avoir à la fois ces problèmes de manque d'eau et de trop d'eau, même parfois dans les mêmes pays en fait, hein, et des fois pas à une très grande distance, même en termes temporels. Exactement. Donc, on va commencer par les cycles de l'eau, donc d'une façon très naïve, hein. C'est mon fils à 8 ans qui a dessiné ça pour illustrer. Donc, les phénomènes les principaux, l'évapotranspiration avec la chaleur de l'eau qui, du coup, vont former les nuages. Puis après, il y en a les précipitations, en pluie ou neige, et puis infiltration ou ruissellement, et puis ça boucle les cycles. Donc, on va déjà commencer par ces processus, les principaux du cycle de l'eau. D'accord? Ok. Donc, quand on a, avec les changements climatiques, on a donc un réchauffement. Donc, à chaque degré de plus dans l'atmosphère, elle va avoir plus de place. Donc, on peut avoir potentiellement 7% de plus d'eau. Donc, c'est la relation de Clausius-Clapeyron et qui nous dit ça. Et donc, on a déjà vérifié ça déjà dans les passés. On observe que l'intensité des pluies cévenoles, par exemple en France, ils sont déjà 22% plus intenses dans ces derniers 50 ans. Donc cette relation de Clausius-Clapeyron, elle nous dit qu'une atmosphère qui est plus chaude, du coup, est moins dense et qu'elle attire, en quelque sorte, elle est capable de prendre plus de vapeur d'eau. C'est ça, elle contient plus. Donc, un nuage les nuages ils pourraient être encore plus chargés en eau qu'avant, en fait. Donc il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère avec le réchauffement climatique. Il peut avoir, ouais, Il c'est ça. peut, d'accord. Parce qu'on va voir dans la diapo suivante, en fait, Ah, pardon. que ces mêmes phénomènes, mais en fait, le fait que avec plus de chaleur, on contient plus d'eau, ben, en fait, la demande évaporative va augmenter aussi. Ce qui va faire que ça va sécher plus notre superficie. Donc, on a plus de la sévérité des sécheresses, elle vient de là, en fait, avec cette augmentation de la demande évaporative. Et aussi, les plantes, elles vont en souffrir aussi. Donc, les plantes, avec cette demande évaporative qui augmente, elles vont la plupart fermer ses stomates, en fait, et du coup, elles vont s'assécher, vont pouvoir moins grandir. C'est déjà observé partout dans le monde. Ah, attends, pour être sûr que j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. On a d'un côté une atmosphère qui est plus chaude, qui peut contenir plus de vapeur d'eau, ce qui explique qu'il puisse y avoir des pluies plus intenses.
c'est ça. Mais d'un autre côté, cette atmosphère, elle est pas toujours totalement saturée en, vapeur d'eau et par conséquent, en quelque sorte, elle récupère cette vapeur d'eau des sols et des plantes, des Oui, mers c'est ça. et du coup, ça aridifie, les sols et ensuite tu voulais nous montrer que, ça dépend quand même de la circulation, des masses d'air, au niveau de la planète. C'est ça, c'est que les réchauffements climatiques, il va aussi jouer dans la redistribution en fait de toutes ces masses d'air et de la vapeur d'eau, en fait, de l'humidité. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est très simple aussi, hein, l'air chaud monte, donc c'est pour ça qu'on a les montgolfières qui peuvent monter. Et quand l'air chaud monte, donc la planète elle est plus chaude vers l'équateur, et donc, quand l'air chaud monte, il va former ces cellules, donc les cellules des Hadley. Et de la même façon, il y a les cellules polaires, c'est le contraire en fait. Il y a l'air froid aussi qui va former la cellule polaire. Et au milieu, du coup, il y a les cellules de Ferrel qui, qui est un peu la conséquence de ces deux autres. Et c'est tout ça qui va former le vent principal aussi dans la Terre en fait. OK, donc ce que tu nous dis, c'est que finalement, l'atmosphère, terrestre, elle est plus ou moins compartimentée en cellules, C'est ça, c'est-à-dire en masses d'air qui sont pas complètement isolées, mais dans un certain degré d'isolation par rapport aux autres et qu'à l'intérieur de chacune des cellules, il y a des mouvements de convection, c'est ça. hein, avec de l'air chaud, qui va Qui monter, monte, qui ouais. se refroidit et qui Et descend. redescend. C'est ça et ça va redistribuer l'humidité aussi, donc la chaleur et l'humidité. Mmh, Oui, ici, c'est pour montrer les résultats de ces cellules, du coup, fait qu'on a une zone humide ici, près des tropiques, entre les tropiques, d'accord. des zones sèches ici, vers la latitude 30 degrés à peu près, et puis à nouveau des zones humides. Donc en fait, c'est cette circulation, ces cellules font qu'on a cette configuration planétaire, en fait, des distributions d'humidité. Et OK. avec les changements climatiques, du coup, l'air plus chaud va monter encore plus haut, donc les cellules, elles vont augmenter. Elles augmentent de taille. C'est ça. Et D'accord. donc on va repousser ces zones. On a cette zone humide équatoriale qui va être un peu plus large et puis les zones sèches qui vont être repoussées vers les latitudes encore plus importantes. Donc c'est ça qui crée les hotspots sèches qu'on a entendu parler de la Californie et puis au contour méditerranéen, par exemple. Donc voilà, c'est OK. des zones plus sèches de plus en plus dans les hautes latitudes. D'accord. Donc il y a une localisation en quelque sorte ou un déplacement, des zones humides et sèches à cause du changement climatique. Ça C'est peut ça. expliquer à la fois qu'il y a des endroits où il pleuve beaucoup plus, mais Ouais, aussi à des endroits où on a une aridification. c'est ça, exactement. OK, je commence à piger. Alors il me semble que le GIEC, il a essayé de cartographier, hein, la future des précipitations et de l'humidité des sols. Où est-ce que les projections, attirent notre attention? Où est-ce qu'il risque d'y avoir le plus de problèmes, en fait? Ouais, ça l'intensification, elle est plus grande effectivement pour les cas d'une planète à un réchauffement à 4 degrés, à plus 4 degrés. Et on voit ici, par exemple, qu'il y a des zones plus sèches, donc avec moins de pluie, un marron, mais des zones beaucoup plus humides, donc cette zone, équatoriale qui augmente avec plus de précipitations, comme par exemple dans la zone du Pakistan, où on a vu des inondations aussi assez graves. Et pour la partie du sol, l'humidité du sol aussi, on voit pour un réchauffement à plus 4 degrés, on a en Amérique et puis dans les bassins méditerranéens, on voit dans les projections qu'on aurait aussi, les sols beaucoup plus asséchés que si on arrive à réduire nos émissions. D'accord, donc dans les scénarios qui sont pas extrêmes, hein, mais qui sont quand même déjà assez conséquents de réchauffement à 4 degrés, eh ben, on a des zones où il y a déjà des problèmes, où ils seront encore plus forts et Oui, puis on a des zones qui risquent vraiment d'avoir des problèmes pour produire en fait, hein, tout simplement, de la nourriture ou bien tout simplement assurer, l'approvisionnement en eau potable, quoi. Et du coup ça c'est tu essaies de nous résumer un peu le raisonnement global du coup, oui, c'est c'est ça? ça. Donc on a parlé c'est les 2 effets, hein, les pluies plus intenses à cause et donc plus de risques d'inondation, parce qu'on a plus d'eau dans l'atmosphère, dans les nuages. La demande évaporative qui augmente aussi, donc les risques de sécheresse qui augmentent, comment ça se produit. Et puis la perturbation de la circulation atmosphérique générale, donc comment les zones sèches et humides de la planète vont changer aussi avec les changements climatiques. Voilà, ce sont les 3 choses qu'on a abordées là. OK, je pense que c'est clair et pour ma part, j'ai bien compris, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Donc grâce à Mathias et à son super beau dessin, il faut que tu le félicites et que tu le remercies pour nous. On comprend un peu mieux le cycle de l'eau, mais là, j'ai l'impression que, on a une vision qui en plus rajoute des ordres de grandeur
ce qui va nous éclairer un peu plus, je crois, sur ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est que donc c'est ce qui manquait dans son cycle d'eau, c'est surtout l'idée de que la plupart d'évaporation, elle va se passer sous les océans, les précipitations aussi. Il y a une petite partie qui va être transférée du coup, sous les terres, mais la plupart de la précipitation qu'on a sur la Terre, elle vient quand même de l'évaporation des continents, donc de la Terre. Ah oui, 165 sur 111, c'est ça? C'est ça. D'accord, OK. Et après, donc ce qu'on voit, qui est tout ce qui est transféré de l'océan vers les terres, après ça revient, donc ça reboucle avec l'eau des rivières qui vont être déversées dans la mer à nouveau. OK, c'est le même volume d'eau ici qui est transporté des océans sur les terres, qui revient dans les océans via les rivières. C'est ça. D'accord. Et donc il y a ici dans ces schémas-là, dans ces cycles de l'eau, il y a d'autres phénomènes qui sont représentés et puis on étudie aussi plusieurs phénomènes des rétroactions, comme tu avais dit aussi pour le système Terre, pour expliquer les changements climatiques, on voit ça aussi, par exemple, les niveaux des nappes d'une année sur l'autre, en fait, elle va influencer, on aura une année plus sèche, plus probable l'année suivante, selon les niveaux de l'état des nappes Donc si les nappes sont basses, sont plus basses. ça sera plus sec l'année d'après. C'est ça. Donc ça, c'est une Et rétroaction positive. exactement, et ça, c'est à l'échelle continentale. Donc on a vu ça dans des études dans notre groupe en Allemagne, mais aussi en Canada et en Chine et Donc le cycle de l'eau, il montre que l'eau, elle disparaît pas, hein, mais c'est ça, simplement, les changements dans sa répartition, peuvent créer des problèmes à la fois pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes. c'est ça. OK, très bien. Donc, il me semble que tu voulais ensuite nous parler de ce qui va se passer pour la France. Oui. Et donc il y a des scientifiques qui ont essayé de faire des projections sur les futurs de l'eau. Du coup, ça s'appelle comment? C'est quoi? C'est Les projets Explore 2, ouais. On va parler le des projet projections, Explore 2. c'est ça. OK. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelques observations, du coup, sur les rivières en France. Donc ça, c'est l'état actuel, en juillet 2025. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les rivières qui sont en à sec et comment ça a évolué aussi. Donc dans ces sites, on peut voir comment ça a évolué année par année. Donc par exemple, en 2013, on avait très peu de rivières qui étaient en à sec et alors qu'en 2022, on avait déjà donc plusieurs, bassins en France qui étaient en à sec. Donc c'est un site où on peut vérifier et accompagner Donc la situation est la situation. déjà un petit peu préoccupante. Ouais, donc dans la diapo suivante, OK, pardon. il y a on peut voir par bassin versant un peu comment la une tendance même sur une dizaine d'années. Donc là, en rouge, par ex sont les rivières qui sont en à sec pour plus de 4 mois. Donc déjà, on voit une augmentation totale des rivières qui sont en à sec. En vert, c'est une fois au moins. Puis après, donc en jaune, 2 mois, orange, 3 mois et puis en rouge, donc plusieurs, rivières en 2022 étaient, plus de 4 mois, hein, à sec comme on voit sur la photo ici. Donc ces observations montrent que, ben, les changements climatiques ont déjà une influence assez importante sur les rivières en France. Et moi, alors je ne sais pas toi, hein, mais pour moi, la possibilité de me baigner en été, c'est une part importante de mon bonheur, on va Mmh. dire, hein. C'est-à-dire que c'est un plaisir immense, quoi. Et à l'inverse, quand, j'essaie d'aller me baigner et que c'est à sec, ça me déprime complètement. C'est ça. Donc je dirais que certes, c'est pas le plus fondamental, bien entendu, hein, la possibilité de faire un plouf, mais quand même, ça participe au bonheur humain et là, on est en train de le mettre, en danger, hein, toute cette source de bonheur humain qu'est l'eau, quoi. OK, donc il y a plein de rivières en à sec, je connaissais même pas le Mmh. terme, mais c'est une expression qui veut dire qu'il y a plus d'eau dedans, en fait, C'est c'est ça? ça, ouais, OK, d'accord. ça ne coule OK. plus, ouais. Et donc les projets Explore 2, ça comment en fait, on repart comme tu avais présenté dans les autres, cours on repart des scénarios d'émissions du GIEC avec les mêmes simulations, les mêmes modèles climatiques et puis on ajoute 9 modèles hydrologiques des surfaces et hydrogéologiques en fait, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer en débit de rivières et sous les nappes en France. Donc il y a des gens qui modélisent, C'est ça, ah, ce qui va se passer au niveau des rivières et d'écoulement, et cetera. exactement. OK, c'est un smart travail, c'est super bien. Ça, c'est ton boulot aussi? Non, j'ai pas participé, on utilise beaucoup leurs résultats, Leurs par contre, résultats, ouais. d'accord.
Alors du coup, ça, c'est des résultats d'Explore 2, ça, C'est que ça, tu nous montres ouais. là? Et donc, par exemple, pour les débits saisonniers, ça va changer beaucoup. Donc, quand on voit ici un hiver et un printemps, on voit que dans la partie nord du pays, on a effectivement un changement, c'est-à-dire une augmentation de débit pour ces 2 saisons. Et puis, tout ce qui est été et après l'automne, on voit que c'est beaucoup plus sec partout en France. Principalement dans les suds, mais partout en France, on aura ces saisons-là qui vont être plus sèches. OK, l'automne aussi, en fait, c'est Oui, ça, hein, l'idée? C'est-à-dire qu'on avait des automnes pluvieux avec de l'eau, mais là, on va avoir des rivières qui vont garder des débits, faibles en automne, beaucoup plus qu'avant, quoi. c'est ça. OK. OK, et là, c'est par contre les régimes hydrologiques. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les régimes hydrologiques? Alors ici, donc c'est l'actuel, hein, c'est l'observation. On a par exemple dans les Alpes, on a un régime nival, c'est-à-dire qu'on a plus d'eau dans les rivières en été puisqu'il y a la neige qui fond. D'accord. Ensuite, on a entre les 2, donc ce sont les régimes niveau pluvial ou pluvio-nival, donc on a la pluie et la neige qui fond, et un vert, tous les régimes pluviaux, donc qui sont très peu contrastés ici, un vert clair, donc sur la plaine, surtout dans le nord, c'est-à-dire il n'y a pas grand de différence entre l'été et l'hiver. Et puis plus c'est foncé, plus on a un régime contrasté, c'est-à-dire l'été sec et les hivers très humides. Donc c'est ça, ils ont regardé l'état actuel, donc c'est ça aujourd'hui. Et puis dans la diapo suivante, on voit comment quelques-unes de ces rivières vont évoluer. Alors attends, donc là, ici, selon l'endroit d'où tu tires ton eau en quelque sorte, et donc Ouais, les périodes auxquelles tu la récupères, et selon les contrastes été-hiver, on distingue différents régimes hydrologiques qui caractérisent en fait en partie une rivière, quoi. c'est ça, OK, exactement. d'accord. Et du coup, là ensuite, on se dit: «Qu'est-ce qui va se passer dans le futur?» C'est ça? C'est ça. Donc par exemple, la Garonne qui était niveau pluvial, elle va pour dans à peu près 2050, on aura déjà un régime plutôt pluvial, en fait, et qui va être de plus en plus contrasté vers la fin du siècle. Et d'autres bassins, par exemple la Vézère, qui on avait déjà un régime pluvial, mais qui va se creuser davantage, donc avec des étés de plus en plus secs et les hivers de plus en plus humides. Alors je me doutais bien que chaque rivière avait son petit caractère, hein, qu'il y en avait qui étaient plutôt plan-plan et d'autres qui étaient plutôt aventureuses et cetera, voire qui fuguaient et qui sortaient de leur lit. Mais là, je vois qu'elles vont même changer de caractère, en fait, En du coup, plus, mais ouais, c'est ça, avec un caractère de plus en plus quand même, cyclotimique c'est puisqu'elles ça, vont se retrouver à avoir des plus forts contrastes. c'est ça. OK. Alors ensuite, de quoi s'agit-il? Des crues. Des crues, c'est ça. Donc les crues, elles vont être des crues des périodes de rétro 20 ans, donc qui sont plutôt rares. Elles vont être de plus en plus intenses, heu, quasiment partout en France. Donc ici, on a pour un futur proche, donc vers 2050 à gauche, et puis, plus pour la fin du siècle à droite. Donc ça s'intensifie, et puis pour Dans 2 2 scénarios 2 d'émission. scénarios d'émission, exactement. Donc ici, en bas à droite, c'est l'émission la plus forte, donc avec les crues plus importantes aussi. D'accord, OK. Alors j'essaie de regarder les endroits où il faut pas que j'aille m'installer quand même parce que je pense que je détesterais avoir les pieds dans l'eau. OK, ouais, mais là je vois qu'il y a des endroits vraiment touchés. OK, donc Plus de crues, plus ouais, de crues, en France d'accord. aussi. Hem Et là, c'est ce que montre Explore 2 sur les questions des sécheresses du sol? C'est ça. Et si on regarde ici sur la France, pour les scénarios de fortes émissions en fin de siècle, on voit par exemple que partout on aura une fréquence plus importante. Donc pour une sécheresse décennale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la probabilité c'est 1/10 tous les ans d'arriver. À Avignon, par exemple, on est environ à 0,5, c'est-à-dire, heu, on a une chance sur 2 que cette sécheresse, Qui se produisait une fois tous les 10 ans, se exact, produisent chaque année. exactement. OK, oui, c'est vraiment une grosse évolution. Alors ensuite, ce qui est très inquiétant, c'est ce qui concerne les stocks d'eau en fait, hein, parce qu'ils sont essentiels, hein, pour l'agriculture par exemple, mais aussi pour, la possibilité d'avoir de l'eau potable. Et là, on a aussi des projections, de la part de Explore 2. C'est ça, pour les nappes. Alors c'est beaucoup plus lent, donc on voit qu'au niveau annuel, ça change pas énormément, que ça soit avec les émissions et puis en milieu et fin de siècle. Ici, par contre, pour l'automne, on voit que, pour les scénarios de forte émission, on a effectivement même un automne, les nappes, elles vont être beaucoup plus sèches qu'aujourd'hui. À environ
plus de 50% plus sèche. Et en hiver, par contre, c'est pour ça qu'au niveau annuel, on ne voit pas trop, c'est que ça se compense en fait, quelque part, avec ce qui se passe en hiver. Donc on aura des nappes plus chargées en hiver, mais en automne plus secs. Mais cela dit, c'est quand même un peu préoccupant, même si c'est plutôt concentré sur l'automne, c'est quand même un peu préoccupant, puisque s'il y a eu des sécheresses l'été, en fait, les nappes vont être quand même assez faibles pour pouvoir alimenter cette immense partie-là, où il y a quand même une agriculture qui est assez intensive, en maïs par exemple, qui a besoin d'irrigation et cetera. Donc Ouais, et on voit déjà, on observe déjà ces niveaux très faibles aujourd'hui. d'accord, Ouais, donc là, le bassin de la Garonne, il est quand même, menacé en quelque sorte par un affaiblissement de ses nappes phréatiques. ouais, c'est ça. OK, en particulier en automne en tout cas. Les politiques, ils se sont saisis de ces rapports-là, de ces études type, Explore 2 ou est-ce qu'ils font comme si, il y avait aucun problème? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai montré ces sites du ministère qui montrent que déjà en 2050, on aurait moins 10% de cumul des pluies. Donc, ça fait un résumé de ce que j'ai montré. J'ai beaucoup parlé de la fin du siècle, mais déjà en 2050, on aurait 2 fois plus de sécheresse des sols et 2 milliards de mètres cubes d'eau qui manqueraient si on maintient la demande telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avec le changement climatique, notre consommation d'eau, elle est pas soutenable. C'est ça. OK, Donc, il faut s'adapter. Voilà. il va falloir s'adapter. Si je comprends bien, l'eau, il va falloir l'économiser, mais alors aujourd'hui, qui, la consomme? Qui est le plus grand consommateur d'eau? Oui, si on regarde les prélèvements, il y a les refroidissements des centrales de production d'électricité en France qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc ça fait 45%, alors que l'agriculture, elle prélève 11% de l'eau. On a 19% pour l'eau potable et puis après, il y a les canaux, etc. Mais si on regarde plus dans les détails, les centrales de production d'électricité, elles fonctionnent beaucoup en circuit ouvert et du coup, cette eau, elle revient directement dans les cycles. Alors que pour l'agriculture, on l'utilise pour l'irrigation et puis du coup, on retire du système. Donc, en consommation, l'agriculture, c'est le secteur qui utilise plus d'eau, qui D'accord, donc consomme en plus fait, d'eau. ici, on voit bien que l'agriculture consomme plus d'eau Ouais, que les centrales, puisque la, la quasi-totalité de ce qu'elles consomment, elles le relâchent en fait. c'est ça. Même s'il y a quand même une évaporation, il me semblait que c'était 4% ou je sais pas quoi OK, ça marche. Donc c'est vraiment quand même l'agriculture sur lequel, alors outre, il y a quand même les piscines et tout ça. Non, mais c'est vraiment l'agriculture et surtout en été, c'est 90% de la consommation, c'est l'agriculture en fait. En été, la consommation de l'eau. Ouais, OK, d'accord. Donc c'est sur les transformations d'agriculture qu'on va avoir un gros levier de progrès, pour faire progresser la sobriété en eau. exactement. Ouais. OK. Alors du coup, c'est quoi le problème avec l'agriculture? C'est l'irrigation, c'est ça? Oui, et Oui, pourtant, on est encore très peu en France, on irrigue très peu l'agriculture. Enfin, il n'y a que 6%, 6,8% des surfaces agricoles qui sont irriguées. Mais ça fait, et puis par culture, on regarde, on voit que c'est quasiment 40% pour le maïs, 12% pour le blé, et puis pour les fruits et légumes, environ 9%. Et, et puis, les problèmes, je dirais, c'est que les maïs, par exemple, il n'est pas utilisé pour l'alimentation humaine. Donc, ces schémas ici, ils montrent pour une même quantité de protéines, en fait, on aurait besoin de 5 fois plus d'eau pour une protéine de bœuf que pour les protéines qui viennent des céréales et des légumineuses, par exemple. Donc là, il a un fort levier aussi d'accord. d'ajustement. OK, pour les céréales, on est ici, tandis que Les le bœufs, bœuf, on est là, oui. c'est ça. Oui, donc c'est un peu absurde d'une certaine manière. Même si on adore la viande, il faut bien admettre que c'est un peu absurde du coup, de devoir irriguer des champs de maïs pour pouvoir ensuite nourrir des bœufs qui eux-mêmes ont besoin de boire, pour ensuite récupérer des protéines animales, alors qu'on aurait pu se nourrir en étant beaucoup plus économe en eau, en tout cas déjà, si on avait mangé directement les céréales et pas passé par la viande, quoi. C'est ça, on pourra nourrir plus de monde, ouais. OK, Plus OK. des gens surtout. Donc le maïs, va peut-être falloir sortir un peu du maïs quand même, hein, mais ça veut dire qu'on sort pas simplement du maïs. Si pour sortir du maïs, il faut aussi sortir d'une, mode d'alimentation qui est aussi carné, quoi. C'est ça. Mais C'est les GIEC, ils proposent plusieurs autres leviers aussi d'adaptation et pour l'agriculture, ça signifie d'aller beaucoup vers l'agroforesterie, par exemple. ouais, Et qui va
non seulement aider pour les problématiques de l'eau, mais aussi sur d'autres secteurs. Donc pour l'agroforesterie, ça aide parce qu'on aura moins de ruissellement, moins d'érosion sur les sols. Il y a aussi l'amélioration de la vie. Je pense que Geoffrey en a parlé aussi un peu. Donc plus on a de la biodiversité aussi, plus les sols ils peuvent se maintenir humides et puis ça fait des microclimats aussi. Donc ça, les plantes, la culture, elle va moins souffrir de la chaleur aussi et de la déshydratation. Quelle différence tu fais? Comment tu peux distinguer l'agriculture traditionnelle et l'agroforesterie? Alors Qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. l'agroforesterie, l'agriculture traditionnelle, on a surtout des monocultures à perte de vue, alors que l'agroforesterie, on a non seulement les haies, mais aussi des arbres qui sont plantés avec dans la parcelle en fait. Donc on D'accord. aura plus de diversité. C'est la diversification des cultures OK. dans la parcelle, au sein même de la parcelle. Donc l'agroforesterie pourrait un de notre être une piste d'adaptation, C'est ça. hein, qui nous permettrait d'être à la fois sobre, mais de rester productif et de, maintenir des niveaux de vie, enfin, des cadres de vie qui soient agréables et de la biodiversité. C'est ça et puis pour tout ce qui est de l'eau aussi, toutes les problématiques de l'eau, ce sont les solutions fondées sur la nature en général qui vont aider à main à maintenir l'état hydrique en fait, d'avoir assez d'eau. Pendant trop longtemps, on a enlevé les méandres de rivières, on voulait les faire couler vite vers les océans et aujourd'hui, c'est le contraire en fait. Donc le fait de restaurer ces cours d'eau, ça fait que on maintient dans les systèmes plus longtemps, donc on a plus de pour garder l'eau en fait, D'accord. dans nos OK. terres. Je te remercie, beaucoup, Karina pour, tous ces éclairages. Parce que d'abord, tu nous expliques, les mécanismes sous-jacents quand même. Tu nous expliques les problèmes, hein, qu'on peut voir venir et puis tu esquisses, bon, un petit peu en tout cas des directions, pour, des solutions. Je voudrais rajouter, du coup, à destination de tout le monde que ces questions d'usage de l'eau, bah, c'est des questions qui aujourd'hui deviennent, très politiques. Elles sont devenues des thèmes importants de l'activisme, environnemental, sur la question des bassines, sur la question de l'usage de l'eau par, les industries des microprocesseurs, par exemple, dans la région de Grenoble. Donc en tant que citoyen, hein, c'est des choses qui vous concernent et donc je vous engage à vous renseigner sur les usages de l'eau, chacun, dans votre région et à voir, les mobilisations, hein, qui peuvent exister, sur ce sujet. Merci beaucoup, Merci, à et bientôt. puis donc j'espère encore à bientôt. À bientôt.